Après les aveux d'Émile Louis, toute Lyon est en état de sidération. Mais les langues ne se délient pas pour autant. Beaucoup ont peur de parler, d'autres tentent de dissimuler des amitiés devenues gênantes. Des rapports accablants épinglent l'association pour adultes et jeunes handicapés de Lyon et le tribunal d'Auxerre, et révèlent une culture du silence qui pèse sur le département comme une chape de plomb. Et pourtant, tout le monde savait, depuis des décennies. Politiques, fonctionnaires, gendarmes. Comment cette affaire a-t-elle pu être étouffée aussi longtemps ? Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 3, Omerta sur Lyon. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant que personne ne savait. Ça, c'est impossible. Impossible. Dans une petite ville comme ça, c'est impossible. Jérôme Val, ancien journaliste à France Bleu Auxerre. On peut non seulement imaginer que tout le monde savait, ou en tout cas les personnes qui devaient savoir savaient. C'est assez révoltant. De se dire qu'il n'y a pas une institution qui sont là normalement pour protéger. Les institutions de prise en charge des handicapés, les institutions judiciaires, les services d'enquête, même les politiques et non. Il n'y a pas une voix qui s'est élevée pour dire tout ça n'est pas normal. Émile Louis était bien pratique parce qu'on faisait que parler de lui. C'était un fait divers du coup. Elsa Vigoureux, grand reporter. On a notre serial killer et puis voilà, après c'est plié. Mais il aurait jamais pu agir de la sorte s'il n'avait pas bénéficié de la permission en fait. C'est pas seulement des protections en fait. C'est tiens vas-y papy, serre-toi. Puis comme ça, si on a un problème un jour, de toute façon, y a papy qui est là. C'est lui qui sera pris dans la pièce où on a ouvert la porte, quoi. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est produit, d'ailleurs. Clairement, il y a quelque chose qui se passe. Clairement, dans cette ville, petite ville, 34 000 habitants, c'est un choc de découvrir que l'affaire des disparus de Lyon va devenir l'affaire des assassinés de Lyon, quoi. Avant, on était plus sur les rumeurs, les fantasmes, le complotisme avant l'heure. Là, tout de suite, on a les éléments matériels. Les premiers cadavres découverts, les dossiers où on met des noms, voilà, les acteurs qui commencent à être identifiés. Ce qui était l'affaire avant de quelques personnages, Pierre Maunoir en premier, qui était un peu tout seul, devient une affaire collective. L'arrestation d'Émile Louis, elle a fait beaucoup de bruit sur le plan médiatique, mais encore une fois, c'était pas une surprise. Et pour moi, c'est pas le nœud de l'affaire. C'était pas vraiment une victoire ou c'était pas vraiment la fin de quelque chose. C'était le début d'autre chose. Quand je suis arrivé dans Lyon, ça m'a surpris de voir sur le journal tous ces problèmes de mœurs. Je m'appelle René Lelibou, j'ai été directeur de la maison d'accueil spécialisée La Cerisay à Augy de 1989 à 1993. Il se passait pas une semaine sans qu'il y ait des jugements pour des problèmes de mœurs. Je m'en étais ouvert à des collègues en disant mais c'est bizarre quand même, ici il y a beaucoup de problèmes de mœurs. On m'a dit il y a des pratiques qui se font, c'est des coutumes. Un jour, on est allé dans une cave pour acheter du vin. Et on a discuté avec le propriétaire de la cave, qui était un personnage local. Il nous a parlé de Charrier, on a évoqué l'affaire. Pierre Charrier, secrétaire général de l'APAGE, est inculpé et écroué en 1989 pour viol répété à l'encontre d'une jeune femme handicapée de 22 ans. Il a très vite banalisé en disant ici c'est un peu la coutume. Les pères, dans certains villages reculés, défloraient leurs filles, c'était la coutume, comme ça. Et bon, c'est pas grave tout ça. Donc c'est pas grave tout ça, mais c'est choquant quand même d'entendre ça. Institut médico-éducatif Gratterie, Auxerre.
Cette institution où travaillait M. Charrier était un endroit où on a eu un certain nombre d'interventions des forces de police dans des affaires d'agression sexuelle, ça c'est sûr. Jean-Pierre Lauzier, médecin légiste. C'était quelque chose de banal pour le lieu, qu'on avait l'impression que c'était monnaie courante, que c'était quelque chose qui était habituel. Enregistrement d'Émile Louis, décembre 2000. Les gamines, elles me disaient toujours, elles prenaient, je crois, la douche, c'était un jour en semaine, mais je ne me rappelle plus quel jour, et que le père Charrier, ça se promenait, et puis elle les regardait dans les douches. Ça m'ont toujours... Vous trouviez ça bizarre, quand même, non? Ah oui, là, oui, parce que c'est une chose que je ne me serais jamais permis, hein. Quand on voit l'histoire Émile Louis et qu'on voit la personnalité Émile Louis, je pense qu'il s'est senti, on va dire, en droit de le faire. Donc ça veut dire qu'il y avait un climat, qu'il y avait d'autres choses qui se produisaient, qui lui donnaient, entre guillemets, qui lui semblaient donner l'autorisation de faire pareil. Je crois à cette idée d'exemple qui vient d'en haut. Après, si on dit si le chef fait ça, moi je peux le faire aussi. Philippe Jeanne, directeur de l'IME Gratterie de 1993 à 2000. Donc vous créez comme ça une ambiance. Les gens qui étaient autour de tous ces orphelins, et plutôt ces orphelines, ça a fini par les gangréner sur le plan de la sexualité. Bernard Revest, avocat à Auxerre de 1974 à 2018. C'est-à-dire que la bascule, elle se fait là-dessus, quoi. Je ne suis plus dans un monde normal puisque je vis dans un monde de gens qui sont débiles. Je suis, moi, enseignant, etc., ou soignant, mais en même temps, ça m'affecte, ça me touche et, pourquoi pas, ça m'imprègne. Nécessairement, il y a des gens autour qui finissent par ne plus connaître la voie du bien, du mal, du juste et de l'injuste. Donc on avait un espèce de climat quand même assez délétère de facilitation d'agressions sexuelles, avec des modes de fonctionnement qui étaient probablement très très anormaux, même pour l'époque. On est il y a 30 ans, mais ceci mis à part, ça n'excuse rien. Dans le foyer, il y a eu Annie. Annie, 14 ans, est placée chez Émile Louis. Elle montait pour rentrer chez Émile Louis le soir. Bernadette Petit-Colo, éducatrice spécialisée au foyer Guette-Soleil. Et je me souviens que cette fille, elle marchait comme ça. Comme si elle portait le monde sur ses épaules, quoi. Mais quand on sait ce qu'elle subissait là-bas, on comprend qu'elle allait vers son calvaire, quoi. Il allait me chercher en voiture. Annie, victime d'Émile Louis. Il m'a emmené au secrétariat de son car, il m'a emmené dans des pièces, et puis il m'a violée. Cette fille, elle est tombée enceinte. Et on l'a fait avorter. Et on l'a emmenée loin pour la faire avorter. Quand on a trouvé Émile Louis, on a trouvé l'assassin des disparus de Lyon, hein, c'est la vérité. Mais comment Émile Louis en est arrivé à pouvoir faire tout ça? C'est pas son intelligence qui lui a permis de bénéficier d'un silence aussi long. Il a pu agir comme il agissait parce qu'il y avait des gens au-dessus de lui qui n'avaient pas intérêt à ce que quiconque vienne mettre le nez dans les affaires de ces établissements qui accueillaient des personnes handicapées. Ce qui protège Émile Louis, c'est les gens qui sont dans sa proximité et qui devinent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils le défendent. Ils minimisent. Ils disent ce monsieur a commis tels actes, mais bon. En février 1982, un mois après l'arrestation d'Émile Louis pour attouchement sur des enfants, Nicole Charrier écrit une lettre en sa faveur au juge d'instruction. Monsieur le juge, j'ai connu Monsieur Louis il y a 8 ans environ. Il se voulait très prêt, compréhensif,
voire même éducatif et éducateur dans ses contacts avec nos adolescents, garçons et filles, qu'il prenait en amitié. Ceux-ci se confiaient à lui. Bon, Madame Charrier est une femme qui m'a jamais sali, bien au contraire. Elle m'a soutenu et tout, hein. Quelques jours après l'arrestation d'Émile Louis, Ségolène Royal me fixe un rendez-vous à la préfecture d'Auxerre. Pierre Maunoir, président de l'Association de défense des handicapés de Lyon. Elle me donne sa carte personnelle en me disant « Monsieur Maunoir, qu'est-ce que vous souhaitez ?» J'ai dit qu'il fallait virer effectivement tous ces gens-là, qu'il fallait redonner les centres à des gens normaux. En décembre 2000, Ségolène Royal, la ministre de la Famille, ordonne une enquête sur l'association pour les adultes et jeunes handicapés de Lyon. En janvier 2001, l'inspection générale des affaires sociales arrive dans Lyon. Les inspecteurs de l'IGAS vont interviewer une bonne partie de l'équipe de l'Institut médico-éducatif et ils vont constater de manière sidérante que les gens sont terrorisés. Je ne dis pas qu'ils ont peur, ils sont terrorisés. Ils me disent, on n'a jamais vu un tel niveau de terreur. Les gens pleurent, se mettent à pleurer durant l'interview. Moi, j'ai un souvenir qui me marquera pour toujours quand j'ai voulu aller voir d'anciens salariés. Jérôme Val, ancien journaliste à France Bleu Auxerre. Donc là, on est au début des années 2000. Donc l'affaire commence à sortir médiatiquement. On parle que de ça. Donc moi, très naïvement, je pensais que la parole allait se libérer. Je prends un rendez-vous, j'explique ma démarche avec ces anciens salariés, un couple qui habitait en banlieue d'Auxerre. Ils disent « Oui, on veut bien vous parler, mais surtout, vous ne vous garez pas près de chez nous. Vous garez plus loin, vous venez de nuit, à pied, chez nous. Et on vous fera rentrer de nuit, sans lumière, rien. » J'ai l'impression de me retrouver dans un film d'espionnage. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à... Il y avait des coups de feu qui étaient tirés sur... on prenait ça pour des coups de feu sur le répondeur. Ah, donc... Le procureur m'avait dit, faites attention quand vous sortez des parkings, etc., si vous allez à Paris. Moi, j'ai été convoquée à Paris, au siège de l'IGAS. J'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire et j'ai apporté tous les détails. Par exemple, il y a un jeune dont j'étais la référente. Il est venu un jour frapper à ma porte et donc il m'a dit que pendant un séjour donc de vacances, il avait été amené à partager sa chambre avec un membre du personnel qui était veilleur de nuit et que cette personne lui avait imposé une fellation. Et donc lui, il était très mal avec ça. Je lui ai dit, écoute, il faut aller porter plainte. Ça ne peut pas en rester là. On a été absents pendant 3 semaines. Et au retour, il me dit, il n'y a pas de problème, j'ai retiré ma plainte. Je lui ai dit, tu as retiré ta plainte? Comment ça, tu as retiré ta plainte? Oui, Nicole, elle m'a dit qu'il fallait que je retire ma plainte. Ah bon? Donc, moi, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai écrit au procureur. Ce signalement, il a été classé sans suite. C'était incompréhensible. Incompréhensible ce silence. Incompréhensible les affaires de justice qui ne débouchaient pas, les dossiers fermés. Où s'arrête la passivité et où commence la complicité? Cette question est sous-jacente dans le rapport accablant de l'Inspection générale des affaires sociales. Celui-ci dénonce l'Association pour adultes et jeunes handicapés de Lyon, association dont sortaient 4 des victimes présumées d'Émile Louis.
Négligence, dysfonctionnement et abus de toutes sortes sont soulignés par ce rapport qui évoque un établissement mortifère dans un état pitoyable et désorganisé où le personnel travaille sans coordination et sans ligne directive. Suite à cela, l'APAGE de Lyon perd la gestion de l'ensemble des centres pour personnes handicapées du département. Émile Louis, devant une porte fermée, je pense pas qu'il est capable de l'ouvrir. Mais Émile Louis, quand la porte est ouverte, je pense qu'il y va. Je crois qu'il y a eu la rencontre dans un temps historique, dans un lieu, dans un même lieu, deux personnalités qui se sont conjuguées, qui ont fait une sorte d'alchimie extrêmement négative, épouvantable, en quelque sorte. Ce genre d'alchimie permet aux tueurs, aux criminels, violeurs et autres individus de la même espèce de prospérer. Ça leur permet de prospérer plusieurs mois, voire plusieurs années. Je dis toujours qu'on est responsable de nos tueurs. Et surtout quand ils récidivent. Parce que on avait des magistrats qui n'étaient pas motivés, on a des parquetiers qui n'ont pas fait leur travail. Normalement, un meurtrier devrait être poursuivi par le parquet, c'est sa fonction, c'est lui qui porte l'action publique, qui doit... Et là, c'est les victimes qui viennent dire on attend des réponses. Didier Seban, avocat à la cour. Et le parquet est plutôt sur l'idée si c'est Émile Louis, de toute façon c'est prescrit. Je vous rappelle les déclarations de M. Casals à l'époque, et le meurtrier viendrait dans mon bureau que je le raccompagnerais à la porte. En février 2001, la ministre de la Justice annonce une enquête de l'inspection judiciaire sur le tribunal d'Auxerre. La justice, elle doit fonctionner sans qu'on ait besoin de tirer des sonnettes d'alarme tout le temps. Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Justice de 2000 à 2002. Je crois que c'est un profond scandale pour l'institution judiciaire. Même si, moi, je peux admettre qu'il y ait des kyrielles de petites erreurs qui conduisent à l'énormité de ce dossier. Il fallait faire une enquête approfondie, le plus approfondie possible, même si certaines pièces ont disparu, et ça aussi, c'est dur à avaler, et puis rendre cette enquête publique. Pendant un quart de siècle, la justice a égaré tous les dossiers classés en non-lieu. Elsa Vigoureux, grand reporter. C'est quand même fou. Donc on peut pas parler justement de dire qu'elle les a égarés, c'est pas possible. Elle les a pas égarés. Quand ça dure un quart de siècle et que c'est quasiment tous les non-lieux de l'époque, c'est systémique en fait. C'est la pratique d'une institution en fait, c'est une pratique institutionnelle. Les enquêtes de l'inspection des services judiciaires vont exhumer 1300 dossiers qui ne sont pas traités par le tribunal. Enfin, ça va être comme ça pendant plusieurs mois, des rapports qui vont arriver qui sont extrêmement durs à l'encontre de la justice. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. L'enquête confiée à l'inspection des services judiciaires révèle de graves dysfonctionnements de la justice au début des années 80. Le rapport parle d'un constat d'échec pour le parquet et d'une succession de négligences. À l'époque, un gendarme avait fait le lien entre Émile Louis et les disparus, mais ces investigations étaient restées lettres mortes. Quand on dit les scellés de telle affaire ont été cassés, on a perdu tel document, on met un post-it sur un PV dans lequel un gendarme explique qu'il pense que c'est pas des fugues mais des assassinats. Je veux dire, attendez, là, il y a un vrai dysfonctionnement, mais c'est très grave, c'est pas anodin, moi je trouve ça très grave. En décembre 2001, la ministre de la Justice saisit le Conseil supérieur de la magistrature. Je m'appelle Jean-Paul Basler, j'étais procureur de la République. J'ai terminé ma carrière comme inspecteur général de la justice et j'ai eu à connaître l'affaire des disparus de Lyon comme membre du conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Les sanctions, alors, il y avait un magistrat qui était à la retraite et on a proposé la seule chose qu'on pouvait faire, c'est le retrait de l'honorariat, ce qui est un peu symbolique, c'est pas autre chose. Pour deux autres magistrats, il y a une proposition de déplacement d'office et pour un autre, la mise à retraite d'office. Daniel Stilinovic et Jacques Casals, deux des magistrats sanctionnés,
exercent un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. Ils ont gagné leur recours. Autrement dit, les magistrats sanctionnés par le ministre sont revenus dans leur situation antérieure, donc, et n'ont pas été condamnés, n'ont jamais été condamnés pour cette affaire, puisque la décision prise par le garde des Sceaux a été annulée. Il n'y aura jamais les sanctions qui sont à la hauteur de ce qu'ont subi ces familles, ce qu'ont subi ces jeunes filles et de l'abandon judiciaire. Le 27 septembre 2002, une lettre mystérieuse réapparaît. En 1989, lorsqu'Émile Louis est mis en cause pour des questions d'attouchement sur mineurs dans le Var, les gendarmes vont perquisitionner la caravane dans laquelle il vit à ce moment-là. Thierry Fournet, journaliste et réalisateur. Et là, ils vont découvrir une lettre. Cette lettre prévient Émile Louis qu'il est mis en cause dans une affaire de disparition d'enfants. Cette lettre a été envoyée de Lyon, de Pourrain plus exactement, un petit village à quelques kilomètres d'Auxerre. Cette lettre a été envoyée quelques jours seulement après que le rapport de Christian Jambert ait été déposé. Ce qui veut donc dire que c'est quelqu'un très proche de l'enquête qui a pu prévenir Émile Louis. Quelqu'un qui savait qu'effectivement Émile Louis risquait d'être poursuivi et qui connaissait son adresse dans le Var. C'est probablement ou un gendarme ou un magistrat. La justice n'a jamais enquêté pour découvrir l'auteur de cette lettre. En fait, on a un tas d'éléments qui nous prouvent que c'est bien le résultat d'un collectif. Ce silence qui tient et qui résiste à tous les cris étouffés, en fait, des familles, mais même des salariés, des centres où vivaient les filles qui ont disparu, et même des habitants de la région, en fait. Ça mettait en danger la réputation de la région. Eh bien, on n'a pas trop travaillé sur ces dossiers, on n'a pas trop cherché ces criminels. Je pense que oui, il y a peut-être des gens qui se protégeaient entre eux et que comme on les protégeait eux, les autres dossiers ne sont pas sortis non plus. Je me promenais dans la région et tout le monde ne parlait que de ça. Mais comme d'un secret. C'est comme les non-dits dans les familles, en fait. C'était un non-dit pesant, une espèce de chape de plomb sur une région qui perdurait depuis des années et qui, en plus, se transmettait de décennie en décennie. C'est la lâcheté de la part des institutions, la lâcheté de la DAS, la lâcheté des différents procureurs, parce qu'ils ont été condamnés à 4 procureurs, mais bon, à minima, parce qu'ils ont été plus ou moins intégrés pour des vices de forme. La lâcheté au niveau de la gendarmerie locale. Pierre Monnoir, président de l'association de défense des handicapés de Lyon. Ça a été un peu nettoyé, mais pas tout. Et puis, la lâcheté des politiques. Alors, ça, c'est de la veulerie, là, j'appelle ça. On croit toujours que les hommes politiques protègent ceci ou protègent cela pour se protéger eux-mêmes. Henri de Raincourt, président du département de Lyon de 1992 à 2008. Mais enfin, de toute façon, si on veut bien regarder la situation telle qu'elle a existé à cette période-là dans le département de Lyon, je vois pas quel homme politique aurait pris la responsabilité de dissimuler quoi que ce soit, alors qu'en face, il y avait des disparitions d'un certain nombre de jeunes femmes. Enfin, je veux dire que c'est disproportionné, ça peut pas exister, ça. Alors que des soupçons de connivence éclaboussent la municipalité d'Auxerre, Jean-Pierre Soisson, ancien maire, dément également. Ouais, je dirais peut-être qu'on veut pas voir. C'est vrai que Soisson était présent, puisqu'il venait à certains conseils d'administration. Jean-Pierre Soisson était membre de droit de l'APAGE de Lyon. Je pense que le premier conseil d'administration que j'ai eu à Augy, Soisson est venu, il était à ce moment-là ministre du Travail. René Lelibou, ancien directeur d'un centre pour personnes handicapées de l'APAGE de Lyon. Il y avait des liens, ils se connaissaient bien, avec monsieur et madame Charrier. Vous me disiez que vous étiez en relation avec monsieur Jean-Pierre Soisson. Eh ben oui, c'était notre patron. Ouais, mais vous faisiez la bringue avec quand même. Oh, une fois. Bon, et puis une fois, on a inauguré aussi les cars électriques, les premiers cars électriques. Il y avait Jean-Pierre Soisson, il y avait le directeur départemental des transports, monsieur Fouconnier, qui était d'ailleurs très gentil.
Si j'avais un PV par les flics, j'allais le voir et qu'il me faisait sauter. Jean-Pierre Soisson, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a été le maire d'Auxerre pendant très longtemps, député de Lyon, qui a été ministre à plusieurs reprises sous différents gouvernements. Isabelle Rose, journaliste à France Bleu Auxerre. Et c'est une personnalité qui pèse évidemment très fort sur le département, et qui était très influent et qui connaissait beaucoup de monde. Un homme comme ça, s'il avait voulu savoir, il aurait pu aller voir les gens et puis mettre un coup de poing sur la table et puis dire écoutez, là, il faut que ça bouge, quoi. En 1989, Nicole Charrier est élue conseillère municipale dans l'équipe de Jean-Pierre Soisson. Monsieur et Madame Charrier avaient des relations. Il y avait le Parti socialiste, très bien avec le maire d'Auxerre, et faisait partie de la franc-maçonnerie, donc ils avaient des appuis comme ça à l'extérieur. Ça leur donnait une certaine force et je pense quelque part un sentiment de toute puissance et d'impunité. On est dans une ville de province. C'est une ville où il y a un certain nombre de francs-maçons. Moi, je suis tranquille, je ne suis pas franc-maçon. Bernard Revest, avocat à Auxerre de 1974 à 2018. À l'intérieur des noms dont on parle dans cette affaire-là, il y a un certain nombre de gens qui ne se cachent même pas, d'ailleurs, d'être francs-maçons, de loges différentes. Bon, ça fonctionne comme ça à Auxerre. Si vous ne comprenez pas ça, si vous n'avez pas ça en entrée, vous ne comprenez pas tout. Et moi, j'explique un certain nombre de secrets trop longtemps gardés par cette espèce de chape qui a été mise par l'intermédiaire de ces réseaux. Je ne crois pas du tout que ça entraîne une forme de complicité. C'est pas ça. Mais ça entraîne une certaine forme, comment dirais-je, de fraternité, c'est le cas de le dire, qui fait que ça sort pas trop à l'extérieur. 20 ans après les faits, l'omerta, cette loi du silence qui pèse sur Lyon depuis le début de cette affaire, reste toujours présent. Veuillez me laisser un message, je vous rappellerai volontiers. Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Thierry Fournet, je suis journaliste. J'aurais souhaité vous parler parce que dans l'affaire des disparus de Lyon, certains vous reprochent votre inaction. Nous souhaiterions recueillir votre point de vue. Si vous pouvez me rappeler à ce numéro, je serai prêt à vous en parler. Merci beaucoup, à bientôt j'espère, au revoir. Malgré plusieurs tentatives, Jean-Pierre Soisson n'a jamais répondu à nos appels. Allô ? Allô, Madame Nicole Charrier ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour Madame. Voilà, je m'appelle Thierry Fournet et je fais une série sur tous les événements de Lyon depuis les années 70. Et voilà, j'aurais souhaité savoir si vous acceptiez de répondre à nos questions. Non, je ne le souhaite pas du tout. C'était un moment trop douloureux, je ne souhaite pas du tout monsieur. Je vous remercie et je vous prie de m'excuser. Au revoir monsieur, merci. Au revoir Madame. Le silence reste quelque chose qui pèse sur ce département incontestablement. Je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont des choses à cacher dans Lyon, ne serait-ce que les clients de Claude Dudan qui n'ont jamais été poursuivis. Il y a bien des gens qui ont intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité. Au tribunal, ils ont dit qu'on aurait dû être une cinquantaine au banc des accusés. C'est à peu près dans les normes. Ouais. Il y a eu des gens de la politique, oui. Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La conspiration du silence est un podcast d'Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions, et écrite et réalisée par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.